Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles. Nous sommes bien sur Radio Fréquence Atlantique, sous les ondes, c'est 88.3, 93.6, 105.9. Nous sommes en direct sur Facebook pour les premières parties de l'émission. Donc, déconstruction, information internationale, information nationale. Et pour une partie interactive, nous nous retrouvons en radio. Vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03. Donc, comme tous les dimanches, nous essayons de coller à l'actualité. Et aujourd'hui, nous aurons un point global de déconstruction qui concerne la situation de tempête dans laquelle nous nous trouvons. Parce que tout le monde est bien conscient que le système est arrivé à ses limites, la colère gronde, les inégalités, les injustices se multiplient. Et les décisions du gouvernement français de cracher au visage des syndicats, des manifestants, des parlementaires pour imposer une réforme scélérate, un sabotage scélérat du système de retraite, eh bien, cette semaine, tout cela a déclenché de nouvelles formes de protestation. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que en France, comme dans le reste du monde, ou ici chez nous, qui vivons également toutes ces injustices, dans l'opinion publique, il y a beaucoup de gens, pour ne pas dire la majorité dans l'opinion, qui ressassent ces idées que ça ne sert à rien. Depuis le temps que nous luttons, nous avons déjà fait des avancées. Chaque fois, ça revient en arrière. Et le sentiment domine qu'on n'est pas capable de transformer durablement et globalement la société. Donc, c'est sur ce thème que je voudrais m'appesantir pour dire que ça, c'est l'opinion. Mais dans la réalité, la société peut être transformée à condition qu'on comprenne comment et ce que ça a comme exigence dans le travail que nous menons. Pour faire une comparaison, imaginons les serfs sous l'Empire féodal, sous la domination des seigneurs, des grands de l'Église catholique, apostolique, qui étaient écrasés par les superstitions, l'idéologie religieuse. Y aurait-il un seul serf capable de dire, mais le monde va changer de base, oui, ça va évoluer, le système est à bout? Parce que l'opinion ne correspond pas à la réalité du développement de l'humanité. Il y a toujours un décalage entre ce que pensent les gens, ce que croient les gens sincèrement et ce qu'est la réalité. Il en est de même aujourd'hui, d'autant plus qu'on a laminé la réflexion idéologique, la formation politique, on a doctriné les gens avec des médias qui bestialisent. Cela explique donc que pour l'opinion, la majorité est désabusée, individualiste, ne croit plus dans ses rêves, etc. Mais encore une fois, l'opinion, ce n'est pas la réalité des choses. Et pour pouvoir en être persuadé, il faut être capable de prendre du recul et de regarder l'histoire humaine sur la durée. Depuis les millénaires que se développe l'histoire humaine, des sociétés humaines, on peut en tirer de leçons. On a bien constaté qu'aucun empire n'est éternel, qu'aucun système n'est éternel, que les pires injustices, les pires crimes qui ont pu se dérouler dans l'histoire, au moment où on n'avait aucun espoir que ça puisse changer, eh bien, ces pires empires-là, ces pires crimes ont été lessivés, qui, au moment de la domination nazie sur le continent, aurait pu penser qu'aujourd'hui, Hitler serait vomi par l'ensemble de l'humanité, encore que repris, glorifié par les classes réactionnaires. Dans l'Asie, qui aurait pu penser que la puissance de l'armée japonaise aurait été renversée? Non, mais parce qu'il nous faut vraiment, c'est
là que la question de la formation, de la connaissance sont importantes. Les deux sont importantes. Nous demande de voir cette histoire et de comprendre pourquoi des systèmes se succèdent, pourquoi des empires se succèdent les uns et les autres, et que finalement, il y a des progrès qui se réalisent, des transformations qui se réalisent, et c'est quand elles arrivent, quand les révolutions arrivent, qu'on se rend compte que c'était donc possible. Et c'est en général dans l'histoire, ceux d'aujourd'hui, dans l'histoire qu'ils regardent que, ah bon, c'est comme ça que la situation était, mais nous en avons de la veine d'être de telle autre situation. Donc, il faut voir la dimension sur une longue période avec des yeux scientifiques, des yeux de réflexion, surtout pas idéalistes ni idéalisants, mais pour comprendre que l'histoire a des lois de développement. On comprend pourquoi la bourgeoisie et tous les réactionnaires s'acharnent à empêcher les peuples de connaître le marxisme, parce que précisément le marxisme permet de comprendre les mécanismes qui font l'histoire évoluer. Et Karl Marx avait dit quelque chose de fondamental, l'humanité ne se pose jamais que les problèmes qu'elle peut résoudre, car, je le cite, à regarder de plus près, il se trouvera toujours que le problème lui-même ne se présente que lorsque les conditions matérielles pour le résoudre existent ou du moins sont en voie de devenir. Ça veut dire que ce qui fait que la société transforme, que des ères historiques se succèdent, c'est que l'homme le veuille ou pas, que les dirigeants le veuillent ou pas, dans la réalité, il y a des progrès technologiques, il y a des changements environnementaux, il y a des choses qui font que l'environnement et l'organisation sociale sont obligés de changer. Et au fur et à mesure, se réunissent des conditions, alors on va dire des conditions objectives et des conditions subjectives. Les conditions objectives, ce sont les premières dont je parlais, à savoir transformation des rapports sociaux, de l'environnement, des façons de produire et tout. Et les conditions subjectives sont les idées nouvelles qui germent de ces transformations-là, pardon. Et donc, le CERF ne pouvait pas imaginer le travail à la chaîne parce que les usines n'existaient pas. Mais l'ouvrier imagine une autre façon d'organiser le travail. C'est ce qu'on appelle les idées, les conditions subjectives. Donc, nous sommes dans des phases historiques où conditions objectives et conditions subjectives se réunissent et demandent que la société change. Ça ne se fait jamais de façon linéaire. Ça veut dire que les gens qui profitent du système, ils ne vont pas dire, bon, ben oui, c'est vrai, les conditions ont changé, je vous laisse la place. Hein, les aristocrates, les nobles, les rois ne vont pas dire, ah, la bourgeoisie est devenue puissante, elle a de l'argent, elle est instruite, donc on lui laisse la place. Ils vont se battre, il y aura des processus révolutionnaires qui vont se développer. La classe dominante peut toujours s'adapter en devenant elle-même un élément de la bourgeoisie. On voit que les anciens aristocrates, ben, ils se sont placés dans la finance, dans l'industrie, et aujourd'hui, vous avez la plupart des pays d'Europe du Nord sont des monarchies. Mais bon, c'est la bourgeoisie, ce sont les multinationales qui dominent. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas linéaire, il y a des avancées. Le temps historique, ce n'est pas la vie d'un homme. On peut avoir des accélérations, mais cela est inéluctable. Donc, quand on voit l'histoire de cet aspect-là, regardons notre société d'aujourd'hui et posons-nous la question, mais qu'est-ce qui peut nous permettre d'assurer que la société est mûre pour un grand changement? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire avec assurance que Macron fasse le con, que les multinationales se fascisent, quelles que soient les réactions des classes dominantes, le système
est à bout de souffle et il va s'effondrer. Donc, c'est l'analyse qui va nous permettre de comprendre ça. Et si nous faisons l'effort de réfléchir sur les réalités, nous allons comprendre que ça ne peut pas ne pas changer. Prenons un certain nombre d'éléments. Par exemple, la question du rôle de la monnaie, de la finance dans la société. Sous le système capitaliste et impérialiste, l'élément moteur de l'économie, c'est la finance, c'est l'argent. Celui qui a le capital argent peut acheter des biens, peut payer des salaires, peut corrompre. Et l'échange des marchandises ne peut se faire que par l'argent. Jusqu'à une période très récente, les échanges entre les nations ne pouvaient se faire qu'en dollars, parce que c'est l'impérialisme états-unien qui était dominant. Donc, c'était ça. Et les classes dominantes, comme elles s'appuyaient sur l'économie réelle, plus ou moins, il y avait toujours des dérapages, à savoir l'industrie, l'agriculture, comme elles s'appuyaient dessus, elles finançaient ce développement avec les dispositions monétaires, les dispositifs auditaires qui existaient, les banques, les institutions internationales. Mais alors, la première chose qui fait que le système est totalement condamné, c'est cela précisément. Parce qu'il y a eu une coupure entre le monde de la finance, celui qui possède, qui contrôle l'argent, qui dit où il va le placer, et l'économie réelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont l'argent en main, ce sont des spéculateurs. On les retrouve dans les banques, on les retrouve à la bourse, donc ils ont de l'argent. Et leur but n'est pas de faire fonctionner l'économie réelle, s'assurer que l'industrie du pays soit puissante, que l'agriculture du pays soit compétitive et qu'elle gagne des marchés. Ce n'est plus ça. Ceux qui détiennent le nerf de l'économie, l'argent, eh bien, ils spéculent. Ça veut dire qu'ils investissent en bourse. C'est-à-dire que je place tout mon argent dans une usine délocalisée en Asie parce que les retours sont de 12, 14, 16% et que je peux bien payer mes actionnaires. Donc, c'est ça. Si je vois que cette usine-là a un problème, qu'il y a un problème dans ce pays-là, du jour au lendemain, je retire mes billes et je vais placer ailleurs. J'entends dire qu'il y a des banques qui risquent d'être en difficulté, qu'une puissance étrangère va racheter. J'avais de l'argent placé, je retire. Donc, s'il y a coupure entre la finance et l'économie réelle, il ne peut y avoir qu'anarchie. Les gouvernements, quelles que soient les grandes entreprises, elles n'ont aucune visibilité. Elles ne peuvent absolument pas garantir l'économie, la stabilité économique d'un pays, la richesse d'un pays, un partage des revenus, etc. Nous avons une caste de spéculateurs individualistes qui se moquent totalement. Monsieur Emmanuel Macron se moque totalement des Français, de la retraite, de l'agriculture française. Il travaille pour les multinationales, pour des spéculateurs. C'est son rôle. Donc, vous pouvez bloquer l'économie à condition que les plans des grandes multinationales s'appliquent, à savoir détruire tous les services publics, libéraliser à tout prix, etc. Donc, c'est cette coupure-là qui condamne le système. Il n'y a aucune solution. Cette semaine encore, vous avez entendu dire qu'il y a de nouvelles crises bancaires qui s'annoncent. Et ça a commencé avec la SVB qui finançait les startups en Californie, Crédit Suisse, maintenant on parle d'une banque américaine. Quand vous entendez les dirigeants là venir dire, les dirigeants dire, non, chez nous on a pris des dispositions, non, c'est pipeau. Ça veut dire qu'il n'y a aucune disposition
là, on essaie de rassurer le marché, ils le reconnaissent. Mais ça, c'est un premier point. Comment le système capitaliste, impérialiste, peut-il subsister dans une telle anarchie financière? Ça, c'est le premier point. Quand on parle des conditions objectives qui sont en train de se transformer. Mais deuxièmement, à côté de cela, il y a le fait que les multinationales prennent directement le pouvoir. Il n'y a plus de liberté de manœuvre pour les États-nations. Ça veut dire qu'en France, par exemple, vous aviez une banque nationale qui décidait des taux d'intérêt, des prêts, qui favorisaient telle industrie, tel secteur, etc. Avec la construction de l'Union européenne, eh bien, on a créé des banques centrales, une banque centrale, comme partout ailleurs, qui ne dépendent plus des gouvernements, des politiques, de ce qui est décidé par des gens représentant le peuple. Vous avez des banquiers qui représentent les spéculateurs, qui recherchent les profits immédiats et juteux. Donc, ils travaillent pour les multinationales, ce qui fait que le droit, les lois qui prévalaient dans les différents pays, qui permettaient à chaque gouvernement de défendre plus ou moins les intérêts des populations, je ne dis pas des peuples, mais globalement des populations, eh bien, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Et il y a des contradictions entre les législations nationales et le non-droit imposé par les multinationales. Vous avez vu toutes ces dispositions qui sont prises pour lutter contre le changement climatique, pour la protection de l'environnement, etc., dont on se bosse dans les médias. Mais parallèlement à ça, la multinationale peut poursuivre n'importe quel gouvernement qui l'empêche d'investir et de ne pas respecter les mesures de protection de l'environnement en disant qu'ils attaquent leur compétitivité. Donc, il y a une distorsion entre la réalité d'une multinationale et des législations qui sont en position d'infériorité. Ça, c'est une deuxième chose qui fait qu'il n'y a pas d'issue. D'autant plus que deux difficultés viennent s'ajouter à cela. Premièrement, la multinationale qui est toute puissante impose des politiques ultralibérales, on l'a dit, de saccage de la protection sociale, de saccage des services publics. Ce qui fait que la pauvreté s'accentue dans toutes les classes de la société. On parle du fameux 1%. Mais les classes moyennes qui idéologiquement supportaient les classes dominantes, les politiques capitalistes impérialistes, se retrouvent paupérisées, se retrouvent en difficulté, tombent dans la pauvreté et rejoignent le camp de ceux qui s'opposent au système capitaliste. Les idées nouvelles, on parlait de subjectif, eh bien, commencent à les gagner. Et ça c'est le point 1, conséquence du non-droit multinational. Mais le point 2, c'est qu'avec la globalisation ultralibérale, notamment l'uniformisation des empires médiatiques et de l'idéologie du message qui sont portés et dans la population, il y a un genre d'osmose qui est faite entre les idées. C'est là qu'on est sur le subjectif de tous les pays et il y a aussi une globalisation de la compréhension et des luttes. Ce n'est pas un hasard si des questions qui étaient spécifiques à des luttes nationales deviennent des problématiques internationales. On peut prendre toute une série de thèmes qui sont indispensables à la vie des gens. Le mouvement Black Lives Matter, ça a fait casser
des structures racistes entre les suprémacistes occidentaux et les autres, mais il y a la question des discriminations, de la domination raciale, a été prise en compte par des populations de tous les continents. La question de l'oppression des femmes, du non-respect des femmes, de leurs droits, du machisme, c'est devenu quelque chose de global, de tous les continents, toutes les femmes de tout bord, et les hommes qui étaient majoritairement soumis à la pression sexiste, à l'idéologie machiste, commencent à intégrer ce mouvement-là. Donc ça, c'est un deuxième exemple qui montre la globalisation des idées et du rejet du système. Il y a celle du changement climatique, de l'environnement, en particulier qui est né chez les jeunes, mais qui s'étend partout. Ça veut dire que tout le monde a conscience que l'humanité est une et que là, bon, histoire de pays riches, pays pauvres, etc., ça devient tout à fait secondaire dans la mesure où les États-Unis sont frappés par des blizzards, des sécheresses comme l'Europe ou comme l'Afrique, etc. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de l'unicité de l'humanité qui fait que on a une globalisation de cette lutte. La question des réparations, la question des réparations que les Occidentaux avaient bien distingué, bon, réparer les crimes des nazis, des emprunts russes, c'était bon pour eux, et puis les crimes, les pillages, les tortures, la spoliation qui continue chez les autres, l'assassinat de notre peuple par l'État français avec ses pesticides, 92% de la population, non, ce n'était pas de problème, on pouvait se permettre de faire des non-lieux. Mais la question des réparations s'est imposée comme une problématique mondiale, globalisée, avec ce qui se passe dans la Caraïbe, qui se passe avec les victimes des églises catholiques au Canada, en Irlande, etc. Donc, on a cette deuxième conséquence de l'action de la transformation portée par le non-droit des multinationales, c'est l'inverse, la globalisation des... Alors, ce qui fait que je ne m'arrête qu'à ces exemples, il y en a d'autres, que les conditions objectives et les conditions subjectives se réunissent pour que le monde soit obligé de changer. Je répète que ce n'est pas quelque chose qui peut se concevoir de façon linéaire. L'ennemi devient plus dangereux dans ces conditions-là. On a des reculs, il se fascise, etc. Mais la réalité, c'est que la tempête gonfle. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'opinion qui est majoritairement sceptique ou défaitiste, pour ne pas dire pire, mais ce qui s'ajoute à ça, c'est que les empires médiatiques font un travail de blackout sur les informations des luttes populaires et des transformations, de façon à ce que les gens n'aient pas confiance. Et puis on cultive la peur pour fabriquer le consentement. On a commencé avec le terrorisme. Terrorisme. Au nom du terrorisme, il fallait que tout le monde s'écrase, accepte qu'on bafoue les libertés, qu'on piétine sa vie privée. Et puis ça a continué avec la pandémie de Covid, où on a saboté la pensée scientifique. On a effrayé les gens pour imposer, d'une part, des profits aux fabricants de vaccins, mais pour imposer d'accepter l'inacceptable, le mépris du droit à sa santé, à sa vie, le mépris du droit du travail, du code du travail, l'acceptation de restrictions de liberté, des allées et venues. Hein? Le pire pour nous en Martinique, c'est quand en pleine pandémie de Covid, le préfet français interdit aux gens d'aller marcher sur la plage, bénéficier du soleil et de l'yacht. Hein? Donc,
Mais il fallait montrer que nous vous écrasons. Vous êtes des ouvriers agricoles, vous êtes obligés d'aller travailler. Et pendant que j'empêche les gens d'aller voir leur grand-mère, etc. Donc, fabriquer la peur. Et ça a marché. La seule chose, je fais une petite parenthèse, aux gens qui se sont laissés prendre dans la propagande et puis qui aujourd'hui ont honte, ne reconnaissent pas qu'ils se sont trompés et continuent à s'enfermer. Il ne faut pas avoir honte d'avoir été trompé. Il faut se révolter contre les assassins qui nous ont mis dans cette position, les poursuivre pour abus de faiblesse, pour mensonge. Il faut rejoindre le camp de ceux qui avaient déjà résisté pour dire, mes frères et sœurs, vous aviez raison, eh bien, je suis de votre côté maintenant, en nous descendant les héros. Donc, fabrique de la peur, du consentement par la peur, ça a été l'une des techniques qui a été employée en même temps qu'il développe le fascisme. Et donc, quand on a fabriqué ça, on a continué à cacher tout ce que c'est. D'abord, réprimer tous ceux qui s'opposent au système, mais surtout, cacher tout ce qui se fait. Chers auditeurs, chères auditrices, personnes qui regardent cette émission sous Facebook, faites l'effort avec nous d'aller regarder dans les médias, prenez 1 heure par jour pour faire des recherches sur l'énorme quantité d'alternatives victorieuses, brillantes, encourageantes qui se développent sur l'ensemble de la planète, y compris et en particulier sur le continent africain. Les gens résistent, les gens plantent, les gens se soignent, les gens s'éduquent, les gens font des organisations solidaires partout sur le monde, des solidarités sur nous. On n'en parle pas pour que vous n'ayez pas confiance dans l'avenir. Mais allez chercher cette information pour vous auto-motiver. Mais surtout, au niveau des alternatives économiques, faites le recensement des luttes dont on ne parle pas. Imaginez qu'en Inde, j'ai eu la chance de rencontrer il y a une quinzaine de jours l'un des dirigeants des luttes indiennes, des pays indiens. Des millions de gens en grève, des millions qui ont encerclé la capitale, les capitales principales de province, pour obliger le gouvernement à arrêter une disposition qu'il prenait pour mettre fin à la subvention des produits agricoles. Ils ont gagné en aide. Des millions de gens. On ne parle pas des luttes qui se font en Italie, en Espagne. Partout, il y a des luttes puissantes. Ils sont bien obligés de parler de la résistance des Français, mais ce n'est qu'un petit bout de la lorgnette. En Grande-Bretagne, les luttes contre le libéralisme. Faites un effort avec nous de recenser, prenez le temps de recenser, pays par pays, les luttes. On parle de l'Iran, de la lutte des femmes iraniennes, de façon à dénoncer le régime opposé, adversaire qu'ils veulent renverser. Mais la lutte des femmes iraniennes n'a pas commencé avec le jet des voiles, avec l'assassinat d'une personne qui portait mal le voile. Il y a une organisation de lutte armée féminine qui s'appelle RAWA, R-A-W-A, en Iran, qui mène le combat partout. La lutte des femmes, c'est aussi les luttes révolutionnaires qui dénoncent l'impérialisme. Donc, faites cet effort-là et vous comprendrez que les conditions objectives et subjectives dont nous parlions tout à l'heure pour que le régime soit renversé, elles se réunissent. Je répète, ça ne veut pas dire que tout sera facile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire de sacrifices. Mais il nous faut accepter l'idée que ces sacrifices-là vont nous
prémunir de drames 1000 fois plus grands. J'ai eu l'occasion de le dire il y a peut-être 3 semaines. Quand nous disons il ne faut pas faire grève parce que les épreuves du bac vont commencer lundi, ça veut dire que nous continuons à croire que le bac, c'est la clé pour vivre bien, pour s'épanouir, pour avoir un métier, et que si nous n'allons pas au bac, notre vie est finie. Mais c'est si nous ne luttons pas que nous sommes assurés que notre lutte sera finie. Parce que ce bac-là ne sert à rien, il est dévalorisé. Parce qu'on a des diplômes et que c'est le fils de Gocha qui sont assurés de diriger et que nos enfants qui auront fait 5 années d'études seront employés en CDD et qui n'auront pas de retraite. Partir à l'étranger, vivre dans la mouise. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous ne voulons pas faire un sacrifice et puis que nous aurons construit notre maison après avoir fait un prêt à la BNP à taux de 12%, nous ne pouvons pas payer les impôts fonciers ou nos impôts sur le revenu, on saisit la maison. Ou si on ne l'a pas saisi, une catastrophe climatique vient et le terrain est emporté et nous n'avons pas pu assurer la maison. Nous sommes à une phase où c'est la vie même de l'humanité, la vie de nos familles, de nos descendants qui est en jeu. C'est soit on accompagne la déliquescence du système et puis on périt avec lui, ou bien soit on fait les sacrifices, on s'engage, on lutte de façon à faire ces criminels-là arrêter de se moquer du peuple, de détruire la planète. Il faut des sacrifices. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut bien comprendre, la formule est peut-être dure, mais que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Une fois qu'on a vu ces criminels-là, tout ça, qu'on a possibilité de changer, si nous ne nous mettons pas en question nous-mêmes, nous sommes nos plus grands ennemis. Parce que nous allons comprendre que la façon dont nous réagissons a été conditionnée par le système. Et tant que nous réagissons avec les codes dans les voies tracées par le système, on échoue, il nous conduit à la ruine. Alors, on va peut-être demander de faire une respiration musicale afin que j'aborde ce thème-là, qui est peut-être un peu différent de celui qu'on a vu tout à l'heure. Si la technique peut nous donner une petite pause musicale, elle est prête? Quelques secondes. Oui, il faut quand même qu'on respire. Bien. Voilà. Alors, nous pouvons changer la société. Cela demande sacrifice, mais cela demande surtout formation. Je disais, il nous faut prendre conscience que pour l'essentiel, les réactions que nous avons, même si elles sont sincères, même si nous sommes des rebelles, eh bien, ces réactions ont été le fruit d'un conditionnement mené pendant des siècles par des classes dominantes. Soit c'est la révolte spontanée, voilà, ça vous conduit à l'erreur,
et puis vous êtes écrasé par le système. Soit c'est des solutions proposées par le système, les élections, le respect de l'état de droit, etc. Paf, on est épuisé, ça ne mène nulle part. Donc, une fois encore, ce n'est pas la forme des luttes qui doit être remise en question. Toute forme de lutte, quelle qu'elle soit, pacifique, radicale, se justifie et peut contribuer à renverser le système à condition que nous sachions dans quelle stratégie globale elle s'intègre. Est-ce que cette forme de lutte-là favorise l'unité du peuple? Est-ce que cette forme de lutte-là met vraiment en difficulté l'adversaire? Est-ce que cette forme de lutte-là, c'est quelque chose qui va durer ou bien qui va s'estomper au bout de quelque temps? Donc, il faut qu'on ait une réflexion. Je parlais tout à l'heure de la nécessité de comprendre les phénomènes historiques, mais il y a aussi la nécessité de comprendre la stratégie de l'ennemi pour élaborer notre propre stratégie. Vous avez une guerre. Vous avez les classes dominantes, les capitalistes, les impérialistes, l'Occident et suprémaciste, qui a des scientifiques, des sociologues, des psychologues, des journalistes, des économistes, qui à chaque seconde sont mobilisés pour dire que faire, que ne pas faire. Si le peuple a réagi, comment ils travaillent. Comment pouvez-vous croire que vous allez vaincre une armée comme ça? Parce que vous avez 2 ou 3 camarades révolutionnaires, 2 ou 3 camarades syndicalistes, on nous entre les. Non! Il faut une stratégie globale pour peser chaque action, chaque moment où cette action doit être développée. C'est une guerre de classe qui se pose. À quel moment mener une lutte radicale pour qu'elle frappe l'ennemi réellement et qu'elle ne divise pas le peuple? C'est toute cette pensée-là. Mais pour cela, il faut avoir de la formation politique. Échanger avec ceux qui ont de l'expérience. Se débarrasser de l'idéologie bourgeoise, élitiste, individualiste, inculquée. Je suis le révolutionnaire. Les autres sont des cons. Ils ne connaissent rien. S'ils ne font pas ça. Ce qui conduit, parfois on est sincère, mais parfois il s'agit de ces intérêts de classe qu'on défend. On devient collaborateur de l'ennemi. Parce que quand on est individualiste, prétentieux, petit bourgeois, et qu'on ne veuille concevoir une lutte que si on en est l'avant-garde, le chef, cela vous conduit à dénigrer injustement le travail des autres, à ne pas comprendre la complémentarité entre toutes les luttes. Je pense à ces gens qui savent qu'ils ne peuvent pas faire un travail, qui vous voient le faire et qui vous dénigrent, qui salissent ce que vous faites pour pouvoir dire c'est moi là. Ils deviennent des collaborateurs du système, conscients ou inconscients. Mais au-delà de ça, ça montre une cécité intellectuelle, une cécité théorique. Parce que ce qu'il faut comprendre, on a parlé de stratégie globale. L'ennemi qui est en face, il utilise tout ce qui peut être à son service pour attaquer les peuples. Il a peut-être des désaccords avec l'Angleterre, avec l'Australie. Il ne va jamais le dire. Hein. Ils vont mener la petite guerre entre eux, mais il va faire alliance avec l'Angleterre ou l'Australie pour attaquer le peuple. Il y aura une répartition des rôles. Mais au-delà de cela, la vie, c'est quelque chose de compliqué. C'est la biodiversité. Vous avez des millions de gens, et disons pour nous des
centaines de milliers de gens qui ont leur formation, leur niveau intellectuel, leur vécu psychique. Chacun réagit de sa façon. Ce que vous devez regarder, c'est que est-ce que c'est contre l'ennemi ou pour l'ennemi? Un exemple, vous n'êtes pas partisan d'occuper la place devant le palais de justice pour dénoncer le non-lieu. C'est votre droit de ne pas comprendre cette stratégie-là. Mais c'est leur droit de penser que c'est. Qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, c'est leur droit et c'est leur vécu. Vous devez regarder, mais quand des touristes martiniquais passent, ils ne vont pas dire les RV, ils vont dire, ils vont lire les bandeaux qui sont sur la grille. Telle personne tuée, non-lieu. Positivement, ça sert oui ou non la lutte? Oui, ça sert la lutte. Vous voyez autrement, faites autrement. Mais respectez tous ceux qui luttent. Nous avons parlé de la lutte syndicale. Il y a des gens qui disent je suis contre les blocages. Qui c'est pour la bloquer, pardon. Vous pouvez expliquer votre point de vue respectueusement, mais faire aussi ce que vous pensez qui est juste. Mais si c'est leur façon d'exprimer leur rage, ils n'en ont pas d'autre qui fait. Ça ne peut pas servir le gouvernement. C'est à vous de créer une dynamique, une convergence entre toutes les luttes pour que tous les coups visent l'ennemi. C'est là que je parle de remise en cause, parce que si nous sommes pour notre pays, pour notre peuple, nous devons comprendre que sans une stratégie globale, mais sans une unité globale, même si tout le monde ne partage pas la stratégie, nous n'allons pas chasser les colonialistes français de notre pays. Nous n'allons pas pouvoir nous donner le pouvoir politique de reconstruire une vie digne dans notre pays. Donc, il est important que nous tous, toutes, nous remettions en cause, acceptions de l'idée tout simplement que nous devons nous former, que nous devons échanger, que nous ne possédons pas la science infuse, hein, et que finalement, c'est ainsi que nous allons pouvoir renverser la domination de l'impérialisme. Alors, ce qui se pose là aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, mais je reviens dessus. Pour chaque Martiniquaise, c'est le droit à la vie. Il n'y a pas de plan B ou de retour en arrière. C'est actuellement qu'il nous faut être capable de faire des choix, hein, de façon à voir quelles sont les cibles principales. La cible principale, c'est quoi pour nous aujourd'hui en Martinique? Oui, il faut se battre contre le sabotage des retraites. Mais il faut être assez clairvoyant pour dire que le combat contre le sabotage des retraites des Macron, ce n'est pas ça le plus important pour nous en ce qui concerne les retraites. Parce que même si cette loi-là ne passe pas, les Martiniquais ne touchent pas de retraite potable. Parce que l'État français a tué les ouvriers agricoles qui demandaient des augmentations de salaire, a soutenu les grands planteurs qui ne les déclaraient pas, et que nous avons des gens de 200, 400 euros par mois, que leurs enfants ne trouvent pas de travail, et qu'il faut une loi spécifique organisant la retraite, la protection sociale des Martiniquais. Cette loi, dans l'état actuel, ne peut s'appuyer que sur l'exigence de réparation du crime commis par le colonialisme français. Il faut imposer par une mobilisation collective, solidaire, que l'État français adopte une loi qui répare le crime qu'elle a commis en matière d'empoisonnement, en matière de discrimination salariale, de ponction abusive des revenus avec des prix usuraires, etc. C'est ça, là. Mais même cette loi-là, pour laquelle nous devons nous battre et qui doit motiver
les manifestations, les luttes générales, il faut aller plus loin pour dire, mais comment pourrions-nous avoir une loi sur la protection sociale avec la garantie que l'État colonialiste la respecte si nous n'avons pas le pouvoir politique? Si nous n'avons pas le moyen de dire c'est ça ou non, nous, peuple martiniquais, nous décidons que nous voulons coopérer avec la Caraïbe. Et nous devons mener un travail international pour que ce droit-là nous soit reconnu. La conjoncture actuelle nous permet d'espérer ce soutien-là. Je peux en témoigner par rapport aux discussions qu'on a eues à Caracas. On ne peut avoir de résultats globaux dans notre pays sans un pouvoir politique. Alors maintenant, il nous faut négocier, discuter avec les forces valables en Martinique qui veulent l'émancipation et qui ont peur d'eux, pour leur dire, bon, voilà le tronc commun sur lequel nous pouvons nous battre, que vous ne pouvez pas refuser. Donc, il nous faut aller dans cette direction-là. Internationalisation de notre lutte et des exigences qui soient liées à notre droit à l'autodétermination. Mais le dernier point sur lequel je vais conclure, vous pensez bien que tout cela ne sera pas possible si chaque Martiniquais et chaque Martiniquaise ne dit pas, bon, on aussi pas fait bien, nous avons tous des défauts et des qualités. Nous avons tous des motifs d'être critiqués. Notre passé, nos déceptions, etc. Mais nous avons tous le besoin de résoudre collectivement dans l'intérêt commun. Faisons un effort pour nous remettre en place, pour pouvoir dialoguer sereinement, pour pouvoir tolérer que l'autre fasse, même si nous ne sommes pas d'accord, à condition, bien entendu, que nous ne soyons pas au service des Bleus Blancs Rouges. Mais faisons la cohésion nationale. Je ne veux pas être plus long aujourd'hui, mais il y a urgence. Il y a urgence au niveau planétaire, il y a urgence au niveau martiniquais. Nous sommes tout à fait capables, nous, peuple martiniquais, de porter réponse à nos problèmes, comme notre peuple a pu résister sous l'amiral Robert, comme précédemment notre peuple a pu imposer l'abolition de l'esclavage, comme il a montré ses capacités de résistance de maintes et maintes occasions, mais à chacun et à chacun de nous, le choix, jeunes surtout, jeunes martiniquais, la force, c'est vous. Les anciens ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait des choses, ils n'ont pas fait des choses qui devraient être faites, peut-être. Mais c'est vous, c'est votre avenir qui est en cause là. C'est vous qui devez être les fers de lance. Quels sont nos ennemis? Nos camarades de quartier, nos frères, ceux qui nous ont regardés avec arrogance, ceux qui sont détruits par la toxicomanie, ceux qui n'ont pas eu de formation et qui sombrent dans la délinquance? Ou bien est-ce que nos ennemis, ce sont les colonialistes français, les grands planteurs qui maintiennent leur suprématisme? À nous, chacun, de choisir. Merci de votre attention. Nous allons terminer avec notre jingle préféré.